Merci beaucoup d'être présent pour cette 8e conférence Parlons d'Images à la salle Nemo. Donc tout d'abord, peut-être remercier tous ceux qui ont permis l'invitation de Raymond Bellour. Alors, pour ne oublier personne, donc il y a le pôle image Magélis et le pôle d'éducation à l'image de la région Poitou-Charentes. Il y a le centre départemental de documentation pédagogique de la Charente, un partenariat avec la Cité internationale où nous sommes, avec la salle Nemo, et sur, évidemment, une proposition de l'École européenne supérieure de l'image. Donc on a la joie, le bonheur d'accueillir Raymond Bellour. En quelques mots, tu es un critique, essayiste, écrivain, philosophe, et je pense que beaucoup d'étudiants ici ont parcouru, sinon lu en entier, le corps du cinéma ou l'entre-image, ou maintenant, depuis qu'on a passé une journée avec toi en séminaire, enfin qu'un certain nombre d'étudiants, la querelle des dispositifs n'aura évidemment ne sera plus quelque chose d'inconnu pour l'ensemble des étudiants. La soirée va se dérouler tout d'abord par la présentation du film de Jean-Luc Godard en première partie qui fait à peu près 25 minutes. Ensuite, tu prendras la parole, je crois. On va regarder 3 extraits de Vertov, de Griffiths et de Fritz Lang. Et ensuite, c'est évidemment conférence. Et après une partie dialogue avec vous. On s'arrêtera, on fera une pause. Pour ceux qui le désirent, je crois que le pôle Magélis a organisé quelque chose à côté et auquel vous êtes tous conviés. Et ensuite, à 21h, il y a la projection de Passion, de nouveau de Jean-Luc Godard. Est-ce que tu veux dire... Peut-être Géraldine, tu veux dire un mot ? Voilà. Bon. Jean-Claude Rullier, qui est du... Voilà. Bon. Pardon. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, pour rien vous cacher, si on vous a fait attendre dans le hall, c'est que dans la relation cinéma analogique et cinéma numérique, eh bien, aujourd'hui, quand on désire projeter des images, eh bien, il faut à peu près mettre 3/4 d'heure pour trouver le format. Donc, soit vous avez une image explosée, ou soit vous avez une image totalement rétrécie. Il me semble qu'au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, le format n'est pas trop mauvais, mais c'est une difficulté supplémentaire avec une technologie extrêmement sophistiquée qui est en cabine. Donc, je vais passer la parole à Raymond Bellour, qui va, lui, tu vas présenter le film de Jean-Luc Godard. Merci Bertrand, merci à tout le monde pour m'avoir permis d'être là. Voilà, donc le film que vous allez voir, Puissance de la parole, date de 1988. Alors, ce sera une conférence d'une forme un peu particulier, puisque parler sur un film court, 25 minutes, ça permet de le montrer avant, et pas simplement montrer des petits extraits au cours d'une intervention. Donc je vais préciser 2-3 problèmes sur le film au départ, et ensuite on le projettera. Ensuite, je reprendrai la parole pour commenter le film dans un premier de ses aspects. Et j'ai trouvé intéressant, vu que Godard, bien des points, s'inscrit dans une généalogie formelle assez précise. J'ai trouvé intéressant. Si. Allumé. Bon, vous m'avez entendu quand même, j'ai parlé assez fort. Bon, merci. Je me suis permis et comme la conférence n'est pas trop longue et que le film de Godard n'est pas trop long non plus, je me suis permis de créer au milieu de l'intervention une sorte d'intermède de projection, dans la mesure où il me semblait que Godard reprenait une forme traditionnelle pour lui donner toute son extension, comme on le verra. Vous aurez donc 3 films ou extraits de films en milieu de parcours. Donc, le film que vous allez voir, Puissance de la parole, date de 1988. C'est un film industriel
long de 25 minutes, demandé à Jean-Luc Godard par France Télécom, la compagnie française de télécommunications, dans le cadre d'une campagne de promotion. Alors, c'est un film paradoxalement encore presque inconnu, très peu montré, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Il faut ou des événements consacrés à Godard, ou, comme celui-ci, une occasion particulière pour qu'on choisisse éventuellement de le projeter. Il a fait l'objet en France de quelques commentaires critiques de la part d'auteurs passionnés de Godard, comme Jean-Louis Letras ou Jacques Aumont, ou d'un cinéaste resté critique comme Luc Moulet. Pour moi, dès l'instant où je l'ai vu, à la fin des années 80, ce film a été un objet de prédilection. 3 images de puissance de la parole ont ainsi fait la couverture du catalogue de l'exposition Passage de l'image que j'ai organisée en 1989 avec 2 conservatrices du Centre Pompidou, consacrée au rapport entre la photographie, le cinéma, la vidéo et les images numériques. Et je n'ai cessé en maintes occasions d'écrire sur ce film et de le présenter, en espérant toujours lui gagner ainsi un public un peu plus large. Donc je préfère ne pas en dire plus, vous montrer d'abord le film pour mieux en parler ensuite, mais je vais quand même vous lire, parce que à l'avoir relu, j'ai trouvé ça intéressant, le petit texte que le responsable de France Télécom, Olivier Tcherniak, a communiqué. C'est un texte qui a été réécrit par Michael Witt et Michael Temple, qui sont 2 des responsables du grand colloque livre Forever Godard et qui ont collaboré avec Nicole Brenet au Jean-Luc Godard document de 2006, publié par le Centre Pompidou à l'occasion de la grande exposition Godard. Donc voilà ce texte. Je le lis pour finir dans son entier parce qu'il est intéressant. La décision de confier la réalisation d'un court-métrage à Jean-Luc Godard est venue s'inscrire dans le projet plus vaste de mise en place en 1987 et 1988 d'une nouvelle identité pour France Télécom. La réflexion que nous menions à l'époque s'orientait vers la nouvelle réalité du métier d'opérateur en télécommunication et participait déjà à la constitution d'une perception du monde assez nouvelle, où l'espace physique tel qu'on le percevait quotidiennement était profondément bouleversé par l'usage des moyens de communication. Chacun construit autour de lui son propre espace, au sein duquel la distance physique s'abolit de plus en plus. Dans l'acte de communiquer, chacun devient le centre de son propre espace. Nous existons là où nous sommes, au-delà des notions de frontières géographiques. Ce que nous percevions déjà il y a maintenant presque 20 ans est devenu une réalité aujourd'hui. À l'époque, nous croyions entrer dans un nouveau monde. Comme le dit Jean Bouise dans un des derniers rôles, chaque parole exprimée dans l'air porte ses conséquences infinies. Nous étions conscients que si ces nouvelles techniques et ces nouveaux usages ouvraient des perspectives considérables, ils supposaient également pour ceux qui les mettaient en œuvre comme pour ceux qui les utilisaient, une responsabilité à la mesure de ces perspectives. L'évolution essentielle qui s'amorçait alors se poursuit et s'amplifie encore aujourd'hui avec des retombées culturelles ou politiques considérables. Elle suscite, pour le contrôle de cet espace pourtant virtuel, et comme cela a été le cas par le passé pour des espaces physiques, des guerres économiques dans lesquelles se sont jetées les grandes entreprises de communication et des nouveaux venus qui ont souvent littéralement explosé en quelques mois sur le devant de la scène. Nous avons ainsi pris la décision de confier à des artistes et à des écrivains une réflexion sur cette évolution de la perception de l'espace que nous avions alors appelée 4e dimension. Nous avons demandé leur point de vue à Bernard-Henri Lévy, Raymond Depardon et bien sûr Jean-Luc Godard. Celui-ci a été contacté directement. Nous nous sommes rencontrés au cours d'un déjeuner en tête-à-tête, au cours duquel je lui ai présenté notre intérêt à la réalisation de ce film. Il a donné son accord immédiatement. Le problème que nous posions, le bouleversement de la perception du monde et des relations qu'on peut avoir avec son environnement, rapporté à l'évolution des techniques de communication, représentait un thème de réflexion important pour lui. Le cahier des charges reprenait la réflexion d'ensemble et demandait sans contrainte à ces artistes et écrivains qui n'étaient pas, eux, intéressés par l'univers technique de notre quotidien, de poursuivre et de prolonger notre démarche par leur propre réflexion et selon leur propre talent. Les règles du jeu étaient parfaitement claires, nous étions d'accord sur les formes recherchées, un texte, des photos, un court-métrage, et nous leur laissions toute liberté sur le contenu. Nous avons simplement invité chaque artiste à prendre en compte dans son travail l'image matricielle de nuages qui était au centre de notre campagne publicitaire. Quant au budget, il n'était pas très élevé, surtout par rapport aux résultats. Il s'agissait d'un budget assez inférieur à ce généralement engagé pour des films industriels. C'est ainsi qu'est née Puissance de la parole,
que Jean-Luc Godard réalisa dans les temps qu'il s'était fixés à partir des matériaux existants ou créés, et un soir, il nous en présenta le résultat. Je me souviens de cette réunion au cours de laquelle nous avons découvert le film pour la première fois et du choc que nous avions reçu. Nous n'avions rien vu du travail en train de se faire et le film nous était resté totalement inconnu jusqu'au montage définitif. Nous ne savions pas du tout ce que nous allions recevoir de sa part. Nous recherchions une réflexion autour du développement de ce nouvel espace, etc. etc. L'éclairage en biais créé par puissance de la parole donnait à notre démarche un soutien en profondeur qui nous a été particulièrement utile. Pour ma part, je ne m'attendais pas à un film d'entreprise classique, mais certainement pas non plus à un objet qui soit aussi construit et rigoureux tout en étant aussi profondément lyrique et grave. Et voilà la dernière phrase énigmatique après tout ce qui a été dit. Pourtant, après cette première projection, le film n'a que peu circulé dans la société. Donc il a été peu utilisé, peu vu par les gens de France Télécom, et du même coup, il a presque été vu nulle part. Donc voilà, on va maintenant voir tout de suite la puissance de la parole. On peut imaginer qu'à l'instant où Jean-Luc Godard a tenu entre ses mains, dans un bureau de France Télécom, une photo d'un ciel parsemé de nuages, à la fois empreint et traversé par un logo d'une géométrie souple et conquérante, il ait eu la vision simultanée de deux images et que cela ait suffi à l'idée d'un film. D'un côté, le logo devenait le satellite que sa forme suggère, de sorte que sa masse vibrante de mots s'élance d'un bord à l'autre de la Terre. De l'autre, l'image d'un visage de femme, venant à la place du logo, emplir le ciel pour s'y métamorphoser, au gré des mouvements supposés des nuages, grâce aux transformations instantanées que la vidéo favorise. On peut imaginer encore que grâce à l'appui de ces deux images, a surgi en Godard le souvenir de deux histoires dont le croisement prendrait en écharpe 2 siècles pour dire le destin des âmes et des corps à travers l'odyssée de la matière, de façon à ressaisir ainsi dans la virtualité des nouveaux pouvoirs de l'image la puissance unique du cinéma et de son histoire. Que le cinéma devait tout au montage, son beau souci, c'est le titre d'un de ses anciens articles en 1956. Il a dit aussi dans ses histoires du cinéma que le cinéma est un art du 19e siècle accompli au cours du 20e. On sait que son cinéma est un art du collage, fait de citations et d'emprunts, parfois jusqu'au vertige. Il a ainsi, dans Puissance de la parole, monté et entrelacé deux histoires, à qui il a emprunté tous les dialogues que vous avez entendus, à peine retouchés ici et là, histoires dont les auteurs sont mentionnés elliptiquement au générique. D'un côté, une histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe, The Power of Words, 1845, pur dialogue métaphysique entre deux anges, qui donne au film son titre. De l'autre, un roman policier de James Cain, The Postman Always Rings Twice, le facteur sonne toujours 2 fois, 1936, évidemment, déjà porté au cinéma par Tay Garnett en 1945 avec Lana Turner et John Garfield. Associer ainsi littérature, philosophie et fiction populaire pour servir la technologie du téléphone, c'est se donner l'espace le plus juste pour penser la machine cinéma projetée entre son passé et son futur. Godard confronte par là le génie à l'état pur du prophétisme romantique et les évidences codées du romanesque propres au grand cinéma classique américain, tous deux creusés de leurs irrémédiables nostalgies. Et il accentue cet effet de nostalgie en transformant un des deux anges masculins de Poe en une jeune femme, fidèle en cela au romantisme noir de Poe, auquel il a déjà souscrit par la lecture du portrait ovale d'En vivre sa vie. Dans ce jeu systématique de citations et d'emprunts, mené ici à l'extrême, le plus étonnant est sans doute que Godard ait trouvé dans les premières lignes d'une courte nouvelle de science-fiction d'Alfred Van Vogt les premiers mots du film, à l'instant où on voit de la pellicule passer et repasser dans les tambours d'une table de montage, et cela alors même que la vidéo a déjà travaillé d'emblée tous les rythmes et les passages d'images. Je vous rappelle ces mots qu'on peut comprendre comme le passage qui s'effectue dans l'œuvre de Godard, du cinéma à la vidéo, et dont ce film Puissance de la parole est l'exemple même. J'ai longtemps pensé que ces phrases, si accordées à l'image montrée et à la pensée du dispositif, étaient les seules que Godard devait avoir écrites.
je dois à l'amitié de Michael Witt, un des organisateurs du Forever Godard, tombé lui-même par hasard sur ce texte, de m'avoir détrompé. Les voici donc. Dans les entrailles de la planète morte, un antique mécanisme fatigué frémit. Il s'agit là du cinéma. Des tubes émettant une lueur pâle et vacillante se réveillèrent. Il s'agit là de la vidéo. Lentement, comme à contre-cœur, un commutateur au point mort changea de position. Il s'agit là du passage difficile du cinéma à la vidéo, ses frères ennemis, Abel et Caïn, comme Godard les nommait dans Sauf qui peut la vie, passage qui permet, à l'image son, de gagner de nouvelles positions. D'ailleurs, il est curieux, je l'ai remarqué en voyant le générique de fin, que Van Vogt ne soit pas crédité parmi les noms qui sont donnés à la fin. Puissance de la parole fixe dans l'œuvre de Godard une possibilité et un espace de métamorphose. La possibilité tient largement à l'accélération des images, à la conquête de nouvelles vitesses, que Godard, au moment de France Tour des Tours des enfants et de Sauf qui peut la vie, c'est-à-dire quand il commence vraiment à ralentir l'image, ou plutôt à la décomposer, que Godard jugeait encore hors d'atteinte. Ceci dans la mesure où l'accélération aurait évidemment dû informer la matière des corps, participer à leur histoire. Il disait ainsi dans ses propos rompus tenus en 1980, un an après Sauf qui peut la vie, « J'ai pensé faire des rythmes accélérés et ralentis normaux, mais là je ne savais pas faire. Je pensais qu'à des moments on aurait pu le faire, mais l'accéléré est tellement codé, dans la manière dont on l'a utilisé dans le cinéma, uniquement pour faire rire d'une certaine manière, je ne pense pas que le spectateur est capable, ni moi-même en tant que spectateur, si je vois un accéléré, de le voir autrement que comme un accéléré, et non pas comme quelque chose de rapide, et peut-être comme quelque chose de lent, pour pouvoir voir lentement un mouvement très rapide qu'on ne voit pas à l'œil, c'est-à-dire de voir qu'il y aurait comme un moment de ralenti de quelque chose d'extrêmement rapide. C'est là précisément ce que permet Puissance de la parole. On peut imaginer encore que lorsque Godard a tenu entre ses mains cette image de marque de France Télécom, avec son logo essentiel, et qu'il a pensé grâce à elle à deux images et par là à l'association de deux histoires, il a senti s'ouvrir à l'idée même de la technologie qu'on lui demandait d'illustrer, cette possibilité jusque-là seulement souhaitée de nouvelles vitesses de l'image. Comme si, à partir de l'échange matériel des voix, le dispositif du téléphone favorisait d'emblée, saisi dans l'ensemble de son espace technologique, une accélération quasi naturelle des images, fondée sur une dynamique nouvelle du montage, plutôt que sur l'accéléré à proprement parler, de même que les moments soustraits au défilement conventionnel dans France Tour des Tours et Sauf qui peut la vie, reposaient sur la décomposition plus que sur le ralenti. C'est ainsi que Puissance de la parole porte à leur plus haut point d'intensité deux grandes questions formelles, fondamentales pour l'art du cinéma. D'un côté, la réalité du rapport entre les mots et les images. De l'autre, la question de l'alternance des images, c'est-à-dire de l'alternance comme forme narrative et compositionnelle, depuis les formes globales du récit jusqu'aux plus petites unités matérielles du film, en même temps qu'elles expriment ici la différence des sexes. Ces deux questions s'entrecroisent continuellement, chacune fondant et conduisant l'autre, et je ne les sépare que pour pouvoir les exprimer. C'est précisément la force de ce film que de les lier, comme vous l'avez vu et entendu, et comme vous l'éprouverez dans les enlacements et les reprises que je suis sans cesse conduit à opérer d'une question à l'autre. Ce film, cette bande vidéo, met donc en scène d'abord un couple au téléphone. Emprunté à la lettre et retravaillé, c'est, on l'a vu, la situation de The Postman Rings Always Twice de James Cain et des films qui en ont dérivé. Une alternance est ainsi installée, d'emblée, entre l'homme et la femme. Un second couple est ensuite introduit. Les séquences qui lui sont consacrées alterneront presque jusqu'à la fin du film, avec celles qui montrent le premier couple. Ainsi se met en place une articulation entre deux systèmes alternants différents en extension et en nature. L'un, limité au premier couple, est de nature essentiellement narrative, diégétique. Il est alternant au sens strict, puisque ces termes sont liés par une causalité narrative.
Il relève par là du montage alterné ou du syntagme alterné dans le classement des unités séquentielles introduit autrefois par Christian Metz dans sa théorie sémiologique du cinéma sous le nom de grande syntagmatique. Le second système, lui, s'étend au film entier. Il tient en effet à la mise en relation entre le couple déchiré par la scène d'amour, la scène de ménage qui se poursuit à travers de multiples scènes, et le deuxième couple engagé dans un dialogue sur le fonctionnement de l'univers. Entre les deux couples, que rien ne lie du point de vue de l'action narrative, c'est en revanche la situation classique du montage parallèle. Chez Christian Metz, le syntagme parallèle. Griffiths a donné de ces deux formes d'alternance des exemples insistants et fameux qui sont au fondement de l'expression cinématographique. Pensez à tous ces films fondés sur le suspense, créés par le développement d'actions convergentes, d'un côté, et de l'autre, au tressage parallèle des 4 âges de l'humanité dans Intolérance. Tout l'intérêt dans Puissance de la parole tient à l'affolement de l'alternance, à la confusion, donc au dépassement, qui s'opère à partir d'unités pourtant parfaitement différentielles, c'est-à-dire les plans dans une vue classique. On le sent dès le bref prologue qui précède la mise en place de l'échange téléphonique. Godard se saisit là de quelques images, un tableau de Max Ernst, des nuages, un tableau de Francis Bacon, etc. Et les fait alterner selon des tressages variés de façon très rapide. Ainsi se trouve relativisé d'emblée, ici grâce au montage numérique, l'écart entre alternance et surimpression de deux plans, puisque la vitesse de l'alternance rend possible la vision simultanée de deux images. Comme vous savez, il suffit en vidéo de monter au niveau de la demi-trame pour avoir physiquement les deux images en même temps, pendant le temps très bref de la confusion des deux trames qui composent une image. D'autre part, cette alternance entre des plans qui tendent à se confondre met souvent en jeu des images déjà elles-mêmes constituées par deux ou plusieurs images surimpressionnées. Ainsi s'accumulent des alternances de différents niveaux et d'intensité variables. C'est là ce qui se produit dès le premier coup de téléphone, d'abord de façon douce, puis plus violemment. Ainsi s'opèrent entre les deux amants des confusions d'images, sitôt que le film cherche à matérialiser le trajet de leur voix et nous donne à saisir le transport de la communication téléphonique, son intensité, comme son parcours figuré. Les trajets fictivement parcourus d'une maison à l'autre, et sur la terre comme aux cieux, les modalités de transport, les satellites, alternent constamment avec les corps. Ils vont du corps émetteur au corps récepteur, de l'homme à la femme, dont l'échange repart. Les corps alternent par là aussi l'un avec l'autre, dans la mesure où ils alternent avec les images que leur corps traverse et se mêlent à elles. Cette forme matricielle complexe, étagée, démultiplie ainsi la fonction d'alternance jusqu'à rendre douteuses les unités qui la distinguent et la rendent sensible. Mais en même temps, l'alternance semble suffisamment constituée comme fondement de l'expression cinématographique pour continuer visiblement, presque programmatiquement, à être pour Godard cette forme première qui rend sensibles les conflits du couple, permet la confrontation théorique des deux couples et rapporte les unes aux autres les matières-actions. Ce dépassement de l'alternance est donné, on l'a vu, comme lieu de passage du cinéma à la vidéo, annoncé dès les premiers mots, presque dès les premières images. Mais en même temps, toute la réalité que le cinéma incarne toujours, fondamentalement pour Godard, demeure. Il est ainsi frappant que cette alternance soit aussi organiquement fondée sur la différence des sexes qui en forment l'affect. D'un côté, une scène de ménage, de rupture, d'amour au téléphone constitue la matière narrative du film. De l'autre, cette matière est dotée d'un sens second par le dialogue entre Mademoiselle Oinos et Monsieur Agathos, les deux anges empruntés par Godard à la nouvelle d'Edgar Poe qui donne son titre à la bande.
J'ai déjà souligné comment, en transformant en une jeune femme un des deux anges masculins de Poe, Godard réintroduit, par un très beau renversement, la différence sexuelle qui se trouve au cœur de la généalogie romantique, chez Poe, comme tant d'autres. C'est la façon par laquelle Godard se situe à son tour dans cette généalogie, pour en subir les effets qu'il porte à leur comble, au gré d'une dilatation cosmique impliquée par le dialogue des anges et les images qui s'ensuivent. Comme s'il voulait à la fois étendre cet écart de sexe et le briser, et désymboliser en sursymbolisant, grâce à l'appui qu'il prend sur cette forme qu'il emporte comme à l'infini. L'alternance, celle-là même sur laquelle se construit le cinéma classique, au croisement des jeux du couple et des technologies de la vitesse et de la vision, qui sans cesse prolonge, redouble, métaphorise la réalité du dispositif cinéma de D.W. Griffith à Fritz Lang par exemple. Je dis Griffith, Lang, pour clairement garder la relation entre la force narrative et la volonté de désir sexualisé, si essentielle chez Godard à la formation même des images. Mais ce serait aussi bien à l'égard des tressages de représentation, de machines et de corps, Dziga Vertov et L'homme à la caméra, que Godard connaissait si bien, ou même Stan Brakhage et Dog Starman, que certainement Godard ne connaissait pas. La différence sexuelle portée par l'alternance est ainsi mise en jeu en termes de machines, la généalogie cinéma-vidéo impliquée par l'usage du téléphone satellite, inscrite dans une généalogie de machines. Si on peut être à ce point fasciné par l'alternance des trains qui porte à son maximum d'intensité la modulation du texte filmique, chez Griffith dans The Lawndale Operator par exemple, ou chez Lang dans Les Espions, c'est que le train, métaphore du dispositif cinéma, a été ainsi utilisé pour inscrire ce dispositif dans le texte du film et mettre en jeu la différence sexuelle elle-même comme condition et dépassement du dispositif. Pensez à la magnifique progression des deux trains à la fin de Spion, et c'est ce que je vous montrerai tout à l'heure. Bon. Et c'est bien ce même rôle de médiateur technologique qu'assure dans Puissance de la parole le téléphone satellite entre les jeux du sexe et la figuration de l'univers. Mais ceci à deux écarts essentiels près. Le premier, c'est que passant avec cette netteté d'une technologie de la vitesse visible, le train, à une technologie de la vitesse invisible, le téléphone, le cinéma fait d'autant plus corps avec la vidéo qui le double et l'accompagne. Ainsi s'esquissent quelques traits d'une généalogie technosociale dans laquelle le cinéma se trouve ressaisi, à la fois en deçà et au-delà de ce qu'il est en propre, et dont cette phrase de Bill Viola, par exemple, fait miroiter la perspective. La technologie de la vidéo a beaucoup emprunté à celle de la musique électronique qui vient du téléphone. En fait, les médias doivent beaucoup au téléphone qui ramène tout à la communication. Mais il faut entendre la communication au sens où Godard l'a toujours entendue. Sur et sous la communication, c'était, comme vous savez, le sous-titre en 1976 de sa grande série télévisée 6x2, et ceci pour la fonder en expression, en la travaillant au corps, à la lettre du corps. Le second écart est que par là même le cinéma entre aussi dans l'ère du cinéma définitivement sonore et parlant, en ce sens que l'image et le son y sont désormais conçus techniquement, au moins pour une part et virtuellement, comme formés d'une même matière, à partir d'un même signal, avec les conséquences que cela implique, esthétiquement, philosophiquement. Et ça sera mon second point consacré aux mots et aux images. Mais avant d'en arriver là, je voudrais, en hommage au geste unique et somptueux accompli par Godard tout au long de ses histoires du cinéma, je voudrais vous proposer maintenant quelques éléments d'une micro-histoire du cinéma que m'évoque Puissance de la parole. Une des micro-histoires possibles de la généalogie de l'alternance à travers la machine, le train, qui a depuis la naissance du cinéma métaphorisé au plus près le dispositif de mouvement et de vision qui lui est consacré. Le film de Godard que nous avons vu pour commencer est un film court. Il est donc possible de lui donner un complément de programme qui sera aussi un entracte. J'ai donc choisi 3 films ou extraits de films, et le premier est un film court de Griffith,
parce que toute l'histoire des formes cinématographiques commence toujours à Griffith. Et il m'a paru juste de le prolonger en son entier, comme un des plus purs exemples de l'empilement des alternances justifiées par l'organisation des actions. De sorte que d'emblée, un moyen de locomotion, facteur de mouvement, en instaure la possibilité dramatique